Je voulais d'abord remercier nos amis journalistes pour cette initiative. Parce que je pense que quand on aspire à aller vers la démocratie, on est obligé de œuvrer pour avoir une presse compétente et qui travaille avec probité. Lorsque vous avez sollicité de venir au CHU, tout de suite nous avons pensé que c'était une bonne initiative parce que lorsque vous demandez aux Congolais leurs priorités, souvent lorsqu'ils ont déjà soulevé la question du chômage des jeunes, leur deuxième préoccupation, c'est souvent le système sanitaire de leur pays. Et je crois que c'est vraiment un devoir pour nous tous de pouvoir porter à la connaissance de toute la population des informations concernant le fonctionnement du CHU qui est le plus grand hôpital de notre pays. Et c'est pour ça que je salue votre initiative et je trouve qu'elle était bonne. Il vaut mieux faire le Saint Thomas, venir voir soi-même, poser les questions à qui de droit, et à partir de là, vous faites votre opinion et faire votre travail de journaliste pour porter l'information à toute notre population. Donc je vous félicite. Je pense que on doit savoir ce qui se passe, et le fait de faire ce que vous avez fait, cette démarche, une bonne démarche. C'est du professionnalisme. Il faut faire des investigations, surtout par les temps qui courent ou avec les réseaux sociaux. Les gens peuvent venir, ne pas faire le travail en professionnel et puis faire l'écho de nouvelles qui peuvent être très loin de la réalité. Donc vraiment, je voulais vous remercier, vous féliciter et nous nous prêtons de très bon cœur à cet exercice. Merci. Merci bien, monsieur le DG. On tient une fois de plus à vous remercier parce que lorsqu'on a entrepris cette démarche, nous ne pensions pas que vous allez y accéder. Dieu merci, vous comprenez bien le bien fondé du travail que nous voudrions mener. Merci également parce que votre équipe a pu nous aider à nous rendre compte à l'évidence de ce qui se fait au CHU, mais aussi les difficultés qui sont les vôtres. Alors, si on peut déjà démarrer par une première question, on sait très bien que le CHU se porte mal au dire, non seulement des réseaux sociaux, de la population, des malades, et même aussi du regard des journalistes que nous sommes. Est-ce que vous-même, en tant que directeur général du CHU, vous avez la même lecture? Vous savez, dans le discours de la population congolaise, population qui a un sens élevé de la dérision, on a souvent tendance à appeler le CHU CHTU. C'est une façon de dire que les populations ne sont pas satisfaites des prestations du CHU. Moi-même, je suis un agent du CHU. J'ai travaillé 30 ans au CHU, 30 ans au CHU comme médecin, dans le service de cardiologie d'abord et ensuite comme chef de service des urgences. Donc les difficultés du CHU me sont bien connues. Et donc je pense comme la population que le CHU a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et pour être simple, il faut vous dire que le CHU, c'est pas une île isolée. Le CHU fait partie du Congo et dans le contexte général où nous avons connu une crise sanitaire suivie d'une crise financière, nous savons très bien que toutes nos activités se font dans un contexte d'austérité financière et on ne peut pas nier que le CHU, pour résumer, je dirais oui, le CHU a beaucoup de problèmes, le CHU c'est un gros malade. Je suis Ernest Blanchard-Dimi, du groupe de presse en ligne Brazanet.
on peut ne pas avoir la même lecture de la situation, chacun défendant le côté duquel il se trouve. Nous voudrions juste savoir à ce stade, est-ce que les problèmes qu'on évoque ne sont pas réellement réels? C'est-à-dire des problèmes de logistique, des problèmes de personnel, des problèmes de moyens, puisque selon nos informations, je le répète ici, il y a au moins 16 mois que le CHU est sévré de la subvention de l'État. N'est-ce pas vrai, monsieur le DG? Quand on veut comparer, il faut avoir une borne. Il faut avoir un élément pour comparer. Souvent, je prends cet exemple. Vous avez deux trains qui se trouvent garés dans un quai et vous avez deux passagers qui sont assis, l'un dans un train, l'un dans l'autre, mais au même niveau. Si les deux trains démarrent et se mettent à rouler à la même vitesse, si vous posez la question aux deux personnes assises dans les deux trains, en leur demandant « Est-ce que vous vous déplacez ?», elles vont vous dire non. Ils ne se rendront pas compte qu'ils se déplacent. Mais si par contre, il y a quelqu'un qui est debout sur le quai, quand ils vont se retourner, ils vont vous dire « Ah oui, par rapport à la personne qui est debout, nous on se déplace. » Donc il faut une borne. Si on peut se dire que prenons les pays qu'on considère comme les pays qui ont des bonnes performances économiques avec une répercussion sur le plan social. Des grands pays où il y a une croissance qui est soutenue, où il y avait avec des États qui ont des moyens, comparé à nos pays qui ont beaucoup de difficultés, il est indéniable de reconnaître que les problèmes sont réels, tant sur le plan logistique, tant sur le plan des moyens, tant sur le plan des ressources humaines. La réponse est oui. Les problèmes sont réels. Et je vous dis, parce que je compare à ceux pour lesquels on estime qu'ils ont un bon niveau de prestation, un bon niveau de performance. Si je devais me satisfaire par rapport à nous-mêmes, je me dirais, ah, tiens, ça va bien, ça va bien. Mais quand je compare, je dis oui qu'il y a des gros problèmes, tant pour la logistique, tant pour les moyens, tant pour les ressources humaines. L'oxygène, oui, nous avons des problèmes d'oxygène ici au CHU. Je vous donne des repères chiffrés. On a besoin d'oxygène tous les jours. Sans oxygène, on ne peut pas opérer. Sans oxygène, il y a des services qui ne pourraient même pas fonctionner, comme la réanimation, comme les soins intensifs de pédiatrie, comme la néonatologie. Donc, c'est un produit que nous consommons tous les jours. Et le gouvernement de la République a eu la bonne idée de vouloir nous doter d'une centrale d'oxygène. Des fonds ont été trouvés et la centrale a été construite. Je ne sais pas si vous avez pu la voir, s'ils ont pu visiter la centrale. Mais malheureusement, au moment où je vous parle, le produit fini pose encore quelques problèmes. Avec les difficultés de l'alimentation électrique, il faut réadapter, c'est-à-dire faire des travaux d'aménagement, de câblage, pour que quand le courant de la ECC arrive, ça puisse faire tourner la centrale correctement. C'est le problème que nous avons actuellement. Et malgré, en dépit de ce problème, la centrale fonctionne. On l'a fait auditer par des experts venant de Turquie. C'est une centrale qui fonctionne. Donc, le besoin que nous avons actuellement, en attendant que ces travaux de câblage puissent être réalisés, on avait besoin d'un groupe. Et à un moment, quand on n'avait pas de groupe, on avait quelques difficultés. Mais au moment où je vous parle, nous avons un groupe qui a été réparé, qui marche, et qui permet à faire tourner cette centrale d'oxygène, qui peut nous permettre d'avoir une 50aine de bonbonnes par jour. Et quand on complète cette production avec la fourniture que nous avons grâce à un partenaire, ça nous permet de remplir nos besoins. Mais c'est vrai, vous voyez bien que j'ai parlé de groupe. Quand on parle de groupe, on parle de gasoil. Il y a eu un moment, il n'y avait même pas de gasoil dans la ville. Et même le gasoil, ça nous coûte cher. Mais ce qui est vrai, c'est que pour l'avenir, nous pensons que dans 2-3 mois, nous pourrons réaliser les travaux de câblage de telle sorte que cette centrale-là va fonctionner et nous serons moins dépendants
par rapport à l'apport de nos partenaires. Pour les incinérateurs, il y a premièrement l'incinérateur qui nous a été donné par le PNUD fonctionne. Monsieur, il fonctionne. Bon, là également, il faut le gasoil, mais il fonctionne. Mais celui que nous avions qui était en panne est en cours de réparation. Et donc, je pense que si, quand vous avez dû visiter, vous avez dû voir que on est en train de traiter les déchets. Un hôpital comme le vôtre reçoit une subvention de l'État. Et vous avez aussi l'hôpital qui génère des recettes. Parce que nous avons vu les caisses de la Banque postale du Congo. Comment expliquer ce visage quelque peu fade que nous voyons au niveau de l'hôpital, parfois des structures qui ne sont pas à jour? Quelques gens avec lesquels on a discuté nous ont glissé qu'il y avait quand même parfois des problèmes de logistique. À quoi servent donc les recettes que vous récoltez et puis la subvention que vous recevez de l'État congolais? Mais la santé coûte cher, Monsieur Ndongo. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut toujours des références. Même les pays qui marchent bien, c'est-à-dire qu'il y avait une économie avec une croissance, la sécurité sociale est toujours déficitaire. Toujours. Il faut aller voir le casse-tête qu'il y a en France, par exemple, en ce moment. C'est toujours déficitaire. Et d'ailleurs, vous savez comme moi que le seul moyen qu'un État a pour pouvoir avoir des revenus, c'est les prélèvements. C'est comme ça, vous voyez que c'est des casse-têtes en France, par exemple, chaque année. Il faut augmenter les impôts pour faire tourner les services sociaux. Ils arrivent même à des prélèvements qui dépassent les 50%. C'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle disait, quand on a dépassé 50%, c'est un pays communiste. Mon cher Ndongo, comment pouvez-vous imaginer, en tant qu'économiste, vous l'êtes, tous les économistes le disent, que lorsqu'il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire que des croissances à moins d'1%, sinon même pas, lorsque vous avez une inflation à 2 ou 3 chiffres, on est au bord du chaos. Ah, vous pensez que par hasard, comme ça, dans cette atmosphère-là, on peut avoir les moyens de faire tourner les hôpitaux? Je ne vais pas éluder la question. Les moyens, même si on devait nous les donner, ne seraient pas suffisants. La subvention qui nous est allouée est une subvention forfaitaire qui a été établie jadis sur les besoins de l'époque, et je peux vous dire le montant, puisque vous voulez parler des chiffres. Elle est de 1,8 milliard par trimestre. Mais déjà ce montant-là, si on devait le recevoir, ça ne couvrirait même pas les besoins réels dans la subvention. Nos recettes propres. Mais je m'attendais à votre question. Hein. Donc je vous donne là des histogrammes et on va les commenter ensemble. Oui, on va en venir sur nos recettes propres. Alors, lorsque l'hôpital fonctionne bien, vous allez, si vous voyez bien l'histogramme que je vous ai donné, en 2020, nos recettes propres sont sécurisées par la Banque postale. C'est-à-dire que la Banque postale a installé des caisses. Et ce sont ces caissiers ou ces caissières-là travaillent directement pour la banque. Les recettes sont versées là et vont dans un compte. C'est notre compte, mais c'est sécurisé par la Banque postale. Vous verrez qu'en 2020, nous avons eu des recettes de 800 millions. En 2021, 993 millions. Je vous signale, ce n'est pas pour faire ma défense personnelle. Je suis directeur général depuis août 2021. Et ensuite, en 2022, je passe de 993 à 1,3 milliard. Et ensuite, en 2023, je double. Je suis pratiquement à 2 milliards. Ensuite, il va y avoir des événements qui vont survenir en 2024. Grève, pas de salaire. Et voilà, nos recettes rechutent. Et nous sommes tombés à 1,3 milliard. Et là, en 2025, à l'heure actuelle, nous sommes à quel mois? Nous sommes à peine à 379. Donc, pour résumer, nous devons avoir une subvention de 1,8 milliard par trimestre et des recettes propres
qui varie en fonction de l'activité. La meilleure année a été 2023, 2 milliards, mais sinon, ça tourne entre 1 milliard et 2 milliards en fonction de l'activité. Et cette activité fluctue avec le contexte social. Quand vous avez des grèves, quand vous avez une démotivation et tout, donc ça peut chuter. Voilà ce que ça représente en chiffres. Selon certaines informations, nous avons appris que le CHU avait reçu un prêt de 12 milliards. Alors finalement, à quoi ont servi ces fonds? Okay. Ça, c'est la première question. Moi, j'avais un prof qui me disait, vous savez, Monsieur Gombe, il n'y a jamais de degré dans le péjoratif. Où on a les moyens et on voit les effets, où on n'a pas de moyens. On ne va pas dire on a eu un peu de moyens, on a eu un peu plus, on a eu un peu moins. Si on a des moyens et s'il n'y a pas de résultats, ben, il faut sanctionner. Et les services existent. Monsieur Ndongo peut aller à l'inspection des finances, peut aller à la Cour des comptes. Les services existent, sont habilités. Vous pouvez voir ces chiffres-là. Si moi je vous les donne, je peux vous mentir. Vous pouvez aller là où il faut avoir les chiffres. Et savoir que, je vous dis seulement une chose, c'est que ce sont des montants forfaitaires et qui ne remplissent pas les conditions des besoins réels. Déjà ça. Et deuxièmement, nos recettes propres n'arrivent pas à avoir le niveau souhaité à cause du contexte social. Voilà. Donc ça chiffre, ça varie entre 1 milliard et 2 milliards. Et d'ailleurs, je veux dire, l'exercice que je fais pour essayer de gérer cet argent-là, vu les grands besoins que nous avons, puisque vous allez parler des médicaments, etc. Mais si j'ai envie d'être violent et brutal, vous pensez que la santé est compatible avec un état de pauvreté? C'est pas possible. La première chose dont on doit lutter contre, c'est la pauvreté. Et ce n'est que quand on a pu avoir une croissance avec des moyens, on peut avoir une répercussion sur la qualité de la vie, notamment les soins. Or là, sur tous les points, c'est du razmot. C'est du razmot. C'est vrai que nous avons reçu un prêt de 12 milliards, effort qui a été fait par le gouvernement. À quoi ont servi ces 12 milliards? Alors, ces 12 milliards, c'est un prêt que le gouvernement a pris à la B2AC, la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Donc, c'est un prêt, il faudra le rembourser. Et il devait servir à 3 choses essentiellement. Le CHU a presque mon âge. À cet âge-là, on a des rhumatismes, les tuyaux sont bouchés, il y a des problèmes et tout. Ce CHU-là a été inauguré en 57. Et depuis 57, je crois qu'il a eu un petit coup de fouet quand on est passé de l'hôpital général un peu à CHU. Et puis depuis lors, plus rien. Et puis, on a eu ce prêt-là. Il devait servir à la réhabilitation de certains bâtiments. Il devait servir à l'équipement du plateau technique. Et puis, il devait servir à des travaux de formation, etc. Oui, cet argent a été donné à des opérateurs congolais qui ont travaillé. Ils ont travaillé où? À la stérilisation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Nous avons eu du matériel neuf de la stérilisation. Ils ont travaillé également pour réhabiliter un service, le service des maladies infectieuses. Ils ont également travaillé pour nous permettre d'acquérir du matériel, c'est-à-dire l'IRM et le scanner. Et ils ont également travaillé pour qu'on puisse avoir du matériel de radiologie standard, pour faire doses, poumons, etc. et avoir du matériel de laboratoire. Mais pour vous dire la vérité, ce matériel est actuellement à Brazzaville. En ce qui concerne le matériel de radiologie, il est stocké, mais il n'est pas encore installé parce qu'il y a des détails à régler avec les fournisseurs. Et le matériel de laboratoire est déjà ici à Brazzaville, il n'est pas encore installé parce qu'il y a des problèmes à régler avec les fournisseurs. Ce que je peux vous dire, malgré tout ce qu'on raconte, ces projets ont été réglés par le ministère et le CHU n'en est que bénéficiaire. Nous n'en sommes que des bénéficiaires. Et je vous fais le témoignage de ce qui a déjà été réalisé avec une partie de ces fonds qui ont permis d'avoir le scanner, l'IRM, la stérilisation, le matériel de radiologie.
Et il y a eu quelques travaux au niveau de la psychiatrie. Voilà ce que vous aurez pu constater comme moi de ce qui a été fait de ce travail-là. Monsieur le DG, le CHU n'est pas seulement un gros malade, mais c'est un malade qui a aussi quelques poches de perfusion qui lui permettent de respirer parfois, de faire semblant d'être en bonne santé. Nous avons visité, nous avons vu qu'il y a une métamorphose que nous avons qualifiée de silencieuse dans certains pavillons. Est-ce que cela est le fruit de vos efforts, c'est-à-dire des fonds propres de l'hôpital ou de la subvention du gouvernement ou encore peut-être des partenaires, et jusqu'à quand cela va-t-il aller, puisque aux services comme gynécologie, obstétrique, au bloc d'accouchement, à la néonate, on voit vraiment des changements notables. Jusqu'où pourrait aller cette métamorphose que nous avons qualifiée de silencieuse? Ok. Bon. On a parlé de l'effort que l'État a fait avec les 12 milliards. Mais c'était qu'un début, hein, parce que c'est un projet qui allait se poursuivre. Je pense qu'on devait même doubler ou tripler ce montant-là pour vraiment essayer de faire le maximum de choses qu'on doit faire ici au CHU, parce qu'il y a des grands besoins. Bon, mais sur fonds propres, c'est-à-dire que sur nos recettes propres, le fameux montant de 1 milliard à 2 milliards, nous avons pris sur nous de réhabiliter le service de la buanderie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter. On a un service de buanderie tout neuf, avec du matériel neuf, que nous avons pu réaliser sur fonds propres, avec nos recettes propres. Nous avons également pu faire des travaux, je ne sais pas si vous avez pu visiter, la pharmacie, il y a la pharmacie, le centre où on dispense des médicaments, et le dépôt de pharmacie. Ces deux-là ont été réalisés sur nous-mêmes, sur les recettes propres. Il y avait des travaux d'étanchéité également, que nous avons réalisés sur fonds propres, et nous sommes en train de réhabiliter la tour chirurgicale, avec les petits moyens que nous avons. Mais comme vous dites, il y a aussi des bonnes volontés. Et ça, comme moi je suis pour la transparence, il y a des bonnes volontés, il y a des Congolais qui répondent à nos cris de désespoir et qui parfois font des dons. Et c'est pour ça que vous avez vu la néonatologie, le soins intensifs de pédiatrie. Vous avez vu également le bloc d'accouchement, qui ont été réhabilités parce qu'il y a un mécène qui a accepté de nous accompagner. Et d'ailleurs, il veut aller plus loin puisqu'il va nous faire les urgences et également les blocs chirurgicaux. Donc voilà. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a des besoins en investissement qui sont lourds. C'est comme parfois un abîme. Un abîme, c'est un puissant fond. Donc même quand vous mettez quelque chose, vous ne sentez rien. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion et j'aimerais que vous fassiez l'écho. Il y a des gens qui ont de l'argent ici dans ce pays, non? Il y en a. Les MTN, les SNPC, tous ceux qui peuvent faire un geste. Nous sommes des demandeurs. On est demandeurs. On apprécierait que, moi j'apprécierais bien qu'on m'offre un appareil de mammographie pour faire des campagnes de dépistage du cancer de sein. Donc, je crois que ça, c'est un exemple que certains, d'autres aussi peuvent essayer de suivre. Moi, c'est M. Fortuné Ibarra, journaliste de Dépêche de Brazzaville. Parlons des chiffres. Quel est le chiffre d'affaires mensuel du CHU et par extension, le chiffre annuel? Ça, c'est la première question. Et la deuxième serait de savoir à combien s'élève le budget de fonctionnement au niveau du CHU. Et la troisième peut-être, à combien s'élève la masse salariale? C'est bien précis tout ça. Bon, moi j'ai horreur des chiffres. C'est pas mon métier. Je suis un interniste, c'est-à-dire un spécialiste de la généralité. C'est-à-dire que quand je suis devant un problème, j'aime voir les aspects généraux. Mais là, je peux demander au DEF. Il peut vous donner les chiffres, nos chiffres d'affaires, il peut vous dire la masse salariale, le DEF peut vous les donner. C'est pas des secrets, ça. Je crois qu'on vous a donné les tableaux de réalisation, sinon que, en temps normal, nous sommes en moyenne à 150 millions le mois en temps normal. Et lorsque les conditions le permettent, on peut aller à 150, sinon au-delà de 150 millions le mois.
Et lorsqu'on dit 150 millions le mois, ça fait jusqu'à 1,8 milliard, sinon 2 milliards de recettes globales pour l'année en termes de ressources propres produites par l'établissement. Sur le budget de l'hôpital de fonctionnement de façon globale, il tourne autour de 29 milliards l'année. Et ce budget est financé à 90 à 92% par la subvention de l'État et les 8% représentent les recettes propres de l'hôpital. Voilà. Et des 92% que l'État donne, 70% vont au financement des charges de personnel. Donc, quand on parle des charges de personnel, il compte donc les salaires, les rappels différentiels, les évacuations sanitaires et toutes les charges qui incombent au personnel. Oui, la masse salariale. Effectivement, lorsque on prend tous les éléments de salaire que je venais de citer, des charges salariales, des charges salariales, ça nous ramène à une moyenne de, par exemple, pour le budget 2025, ça nous amène à une moyenne de 19 milliards l'année. Ça fait combien par mois, la masse salariale? Oui, nous sommes à 1 milliard. 1 milliard et des poussières. Bon, un petit commentaire quand même. Parce que les chiffres, quand on les donne comme ça peut être assez aride. Souvent, on me dit oui, mais monsieur le directeur général, vous êtes autonome. Pourquoi vous n'arrivez pas à couvrir vos dépenses vous-même alors que vous êtes autonome? Nous sommes un établissement public. Même les coûts pour les actes qui sont faits ici sont fixés par le ministère. Si jamais on devait se dire que nous fixons les coûts pour être capable de faire face à nos charges, des consultations ici, ce serait 3-4 fois plus que le montant que vous avez actuellement, c'est-à-dire ce serait inaccessible à la majorité des Congolais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le pays s'engage en disant c'est un hôpital public, on vous donne un montant pour le fonctionnement. Voilà par exemple la première limite. Deuxièmement, il y a à peu près 2200 personnes qui travaillent ici. 2200 personnes. Avec un déséquilibre entre le personnel soignant, le personnel médical et le personnel administratif. Si on devait appliquer l'économie au sens sensu stricto, on veut dire on licencie une bonne partie, on rabaisse les salaires, on augmente le coût des actes et puis voilà, et on se met à fonctionner. Alors ça, on ne peut pas. C'est un hôpital public. On est obligé. On a l'espoir que, avec la CAMU, on a l'espoir. Parce que c'est quoi? C'est un système de solidarité qui fait que les gens cotisent et comme tout le monde n'est pas malade en même temps, on peut permettre à la majorité des gens d'avoir accès aux soins. On espère qu'avec la CAMU, on pourra réaliser ce rêve. Mais voyez-vous, il y a une clinique sur l'avenue de la Paix, privée. Mais nous recevons les gens qui viennent de là, qui viennent ici, parce qu'après, ils n'arrivent pas à suivre, c'est trop cher. Le scanner est peut-être à 80 000 ici, mais vous ne savez pas à quel prix il est là-bas. Ah, mais parce que c'est le privé. La consultation, c'est pas 5 000 comme ici, c'est peut-être 25 000. Et le reste, ça veut dire que c'est une clinique où la majorité des Congolais n'auront pas accès. N'auront pas accès. Donc, il faut que l'économie marche, que l'État ait des moyens. Et, je vous le disais, vous êtes un professionnel, l'État n'a pas 1000 façons d'avoir des moyens. Il prélève. Et grâce à ça, on paye les écoles, on paye les médecins, on paye les fonctionnaires, on paye le reste. Je vais vraiment passer un secret de polichinelle. La situation financière est difficile. Vous avez entendu que dans certaines villes, il y a des bruits de grève, vous avez entendu, parce qu'il y a des arriérés de salaire, il y a des retards de salaire, etc. Donc, le contexte économique est extrêmement difficile. Alors, la question que j'aurais aimé que vous me posiez, c'est de savoir, mais comment vous faites? Comment vous faites dans cette atmosphère-là à faire que cet édifice-là ne s'écroule pas?
au-delà de la situation économique que vous décrivez et que nous connaissons tous, mais est-ce que vous-même, en tant que directeur général, enfin, vos collaborateurs, est-ce que vous ne perdez pas une bonne partie de recettes du fait du mauvais accueil, du fait de beaucoup de vos collègues qui détournent des malades, du fait des gens que nous voyons dans les couloirs, parce que nous avons mené l'enquête, qui vendent des médicaments, c'est-à-dire même avant que le patient ou alors la famille du patient n'arrive à la pharmacie, ils sont interceptés dans le couloir pour acheter des médicaments. Alors, depuis que vous êtes là, quel est le mécanisme que vous êtes en train de mettre sur place pour que le CHU, quand même, ne perde pas autant de recettes du fait des hommes, du fait des gens que vous dirigez? Merci, Monsieur Ndongo. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si nous avons réussi à doubler les recettes, c'est qu'il y a eu des actes et il y a eu des décisions qui ont permis cela. Hein, si nous passons de 900 à 2 milliards, ce n'est pas une opération du Saint-Esprit. Quand nous avons été nommés, nous sommes donnés 3 objectifs. Notre premier objectif, c'était de faire de telle sorte que le personnel revienne au travail. Parce qu'on avait constaté un découragement. Vous savez, les êtres humains s'adaptent, mais souvent s'adaptent mal. Quand une crise dure, les gens s'adaptent en prenant des mauvaises habitudes. Dans le discours ici, on appelle ça des antivaleurs. Quand une crise dure, ce qui est anormal devient normal. Et donc, la première chose que nous avons voulu faire comme objectif, il fallait faire que le personnel revienne au travail. Le règlement nous dit quoi? On travaille au CHU de 7h à 14h. Soit. Je n'ai pas fait d'école de management, hein. Je suis médecin. La seule chose que j'ai seulement ma bonne volonté. Mais je me suis dit, le meilleur moyen de demander à mes collègues d'être au travail, c'est de le faire moi-même. Et pendant plusieurs années, j'ai commencé à être ici à 7h et à ne partir d'ici qu'à 15h au plus tôt. Et pendant cette période, je visitais tous les services. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on a vu cet effet d'entraînement. La confiance a commencé à revenir, les consultations étaient remplies et après, ça a commencé à redémarrer. Donc, ça a été d'abord par l'exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le terrain moi-même. Mon deuxième objectif, c'était l'offre de soins. C'est bien beau de recevoir des gens, de dire qu'il faut être au boulot, mais il faut bien qu'on puisse faire les actes. Si on veut une radio, qu'on puisse faire une radio. Que les actes, qu'on augmente l'offre de soins. Et là, ça a été plus difficile. Je suis pas trop satisfait des résultats. Parce que ça dépend pas totalement de moi. Bon, je n'ai pas à me plaindre. Mais je suis pas totalement satisfait des résultats atteints. Parce que il manque la radiologie, les laboratoires ne fonctionnent pas très bien, la pharmacie pose encore problème, etc. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et je sais que la santé, ça coûte cher. Et mon troisième objectif, ça avait été quoi? Ben, l'hôpital ne doit pas être une poubelle. Faire un effort d'hygiène. Ah, là, au moins, j'ai eu des retours qui revenaient quand même. Parce que dans la rue, on me disait, ah oui, monsieur le DG, le CHU est un peu plus propre maintenant. Il n'y a plus tellement d'odeur, il n'y a pas ceci. Pourquoi? Parce que nous avons mis une organisation en tenant compte des normes actuelles, la qualité, l'hygiène, la sécurité de l'environnement. On a refait les organigrammes. On a essayé de mettre quelques petits moyens pour qu'on puisse soutenir un effort de salubrité à l'hôpital. Mais en même temps, et j'aurais besoin de votre aide, mais cet espace-là devenait une jungle. La nuit, tout se fait ici. Celui qui ne sait même plus où dormir, vient dormir ici. Celui qui a une petite amie, l'emmène ici. On vole. Le nombre de personnels qui a pu perdre pendant les gardes une voiture, l'autoradio, un téléphone, etc. C'était de l'insécurité. Il fallait donc sécuriser le lieu de travail. Et là, on a remis une organisation en place
on a formé un corps de vigile et on a essayé d'avancer. Je vais même vous dire, pour le système de tuyauterie était tellement vieux et vétuste que grâce à un financement de l'AFD, l'Agence française de développement, on a refait tous les systèmes sanitaires du CHU. 3 mois après seulement, l'AFD m'a écrit, hein, avec les photos à l'appui, dit, oh là là, à ce stade, hein, dans 2-3 mois, il n'y aura plus rien là. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin également d'éduquer les populations. C'est pas tout de nous taper dessus. Si les gens emmènent l'insalubrité des quartiers ici, si les sanitaires qu'on vient à peine d'arranger, 3 mois après sont déjà vandalisés, cassés, comment on va faire? Et c'est pourquoi on a dû mettre un corps de vigile pour être derrière, pour pouvoir surveiller, faire du travail et tout. Pour vous dire honnêtement, j'aurais aimé que les choses se fassent plus vite que ça. Mais même la première question, le premier objectif, les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas là. Vous pouvez témoigner. Parfois, il y en a qui arrivent à 9h, à 11h, restant dans leur cabinet. Mais en même temps que nous appuyons sur les chefs de service pour demander que le règlement soit respecté et appliqué, en même temps, nous faisons appliquer le règlement. Nous faisons appliquer le règlement. Vous pouvez vous renseigner. Des plus grands aux plus petits, ceux qui se sont mis en porte-à-faux avec le règlement, ici au CHU, ont été sanctionnés. Des infirmiers CEP aux professeurs d'université. Ceux qui se sont trouvés en conflit avec le règlement ont été sanctionnés. La petite infirmière qui a vendu des médicaments alors que c'est interdit a été sanctionnée. Les professeurs, futiles professeurs, qui ont posé des problèmes condamnables, qui sont condamnés par les règlements, ont été sanctionnés. Donc, en même temps qu'on fait de la pédagogie pour éduquer, former, etc., en même temps, on applique le règlement. Et c'est pourquoi je crois que vous pouvez nous aider. Vous savez, tous les matins, je fais la marche, je vais devant l'hôpital militaire. Je vois mon collègue. Mais le désordre qu'il y a au CHU ici, vous ne l'avez pas aussi à l'hôpital militaire. C'est pas vrai. Ici, alors que les heures de visite sont affichées, mais les populations se battent contre les vigiles parce qu'ils ne veulent pas obéir. On leur dit non, il faut attendre 14h, 15h, ça tourne au pugilate. Donc, il y a un grand travail d'éducation et nous, j'aimerais bien compter sur vous également. On a du matériel qu'on arrive à avoir difficilement parce qu'on n'a pas de moyens, mais on doit tout faire pour essayer de bien le garder. Je faisais le tour de cet hôpital. Au moins 2 heures tous les matins, de 7h à 9h. Mais quoi, vous arrachez les cheveux, vous arrivez dans des couloirs, les pauvres dames là ont balayé la veille, le lendemain vous trouvez des gens avec des éjections, avec des urines, avec les machins et tout. Il y a du vandalisme. Il faut également qu'on éduque les populations. Et je crois que vous pouvez nous aider dans ce travail-là également. Donc voilà, je ne suis pas aussi satisfait que ça. Une autre question, au-delà de l'aspect plus ou moins sauvage qu'on peut dire, de certains comportements, de certaines attitudes qui n'émanent pas obligatoirement des agents du CHU, puisqu'il y a également les usagers. Alors, nous voudrons savoir si cette jungle va finir un jour et jusqu'à quand va aller le processus d'hôpital chantier. Est-ce que le chantier CHU terminera un jour? Merci. Bon, vous savez, avec les hommes, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à éduquer. Toujours, il faut continuer à éduquer. Le problème que vous posez, cher ami journaliste, si on veut aller à la source, mais c'est depuis la maternelle. C'est depuis la maternelle qu'il faut agir. Je me souviens, nous sortons de la guerre civile, 97, 98, et puis il y a les comportements que vous connaissez dans la ville et tout. Et je pense que quelqu'un fait une interview au président pour lui dire « Oui, mais les éléments de la force publique font n'importe quoi, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je me souviens de sa réponse. Il dit « Mais le vivrier dans lequel on les prend où ?» Les gens qui travaillent au CHU là viennent d'où? Ceux qui viennent ici, les usagers viennent d'où?
Vous savez le nombre de fois qu'on m'appelle parce que quelqu'un, on lui dit, il est 14 heures, c'est pas l'heure de visite, il répond par un coup de poing en disant, moi, je suis déjà là, je dois rentrer. Donc, il y a un gros travail d'éducation qui ne relève pas seulement du CHU, qui doit être global, et que j'ai même envie de demander à mon collègue l'hôpital militaire de me trouver des militaires pour qu'on les mette là. Donc, il y a un gros travail d'éducation à faire, et également faire de telle sorte que, et là vous avez raison, que l'exemple parte d'en haut. Comment voulez-vous, si j'ai des chefs de service qui détournent les malades, comment voulez-vous que ceux qui sont sous eux ne puissent pas le faire? Mais ça, chaque fois, on parle, on repart. On est en train d'essayer de mettre des mécanismes pour évaluer service par service. Comme ça, on saura la rentabilité service par service et qu'on saura quels sont les chefs qui travaillent, les chefs qui ne travaillent pas. Mais on est encore loin du compte. Vous dire quand ça va finir, on est encore loin du compte, mais il faut continuer à éduquer, continuer à faire appliquer le règlement, continuer. Voyez-vous, jusqu'à avril 2024, j'étais à l'hôpital tous les jours, de 7h à 9h, en train de sillonner tous les services. Tous les services. En gynéco, en réa, aux urgences. Je demandais des comptes à mes collègues. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit, qu'est-ce qu'on a fait, etc. OK. Mais lorsqu'en avril 2024, il n'y a plus de salaire, ils sont en grève. J'ai l'air de quoi quand je passe dans les services? C'est ça le contexte dans lequel on se trouve. Et, pour conclure, en tant que responsable, le discours que je tiens envers mes collègues, parce que je suis en train de gérer une maison dans un contexte qui est difficile. Mais le discours que je tiens à mes collègues, mes confrères, c'est parce que c'est difficile que nous devons faire un plus gros effort de résilience. Sinon, tout va s'écrouler. Donc, en même temps, je veille à ce que je fasse appliquer le règlement et tout, mais en même temps, je soutiens l'effort de ceux qui font des efforts et j'encourage. C'est pas très facile pour l'instant. Alors, pourquoi lorsqu'on arrive aux urgences du CHU, on présente des ordonnances aux malades, alors que ces derniers payent une consultation qui est obligatoire à leur arrivée pour être pris en charge, mais ils doivent encore tout acheter, même les seringues, les gants, coton et autres, sans parler des médicaments. Oui, vous avez parfaitement raison. On ne doit pas arriver dans un hôpital et de surcroît dans un service des urgences, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive en grande détresse et on vous balance des ordonnances. Allez acheter vos médicaments, allez faire les examens dans tous les laboratoires aux alentours. Ça ne passera jamais. C'est d'ailleurs pour ça que la population ne peut pas nous aimer. Les pauvres, quand ils arrivent, ils n'ont rien déjà. Et d'ailleurs, parfois, on vous donne des détails. On vous dit, oui, on nous garde pendant 2-3 jours dans tel service, et puis on nous fait faire des dépenses, et quand on sort, on arrive, la personne est décédée et tout, quoi. Ils connaissent pas leur boulot, quoi. Ça, si vous interrogez les gens, vous aurez ce genre de témoignage. L'idéal, ce serait que l'hôpital ait suffisamment de médicaments pour que les personnes arrivent, les personnes soient traitées, et à la fin, quand on leur donne leur facture finale, ça inclut et la consommation des médicaments et des actes, etc. Mais nous n'avons pas les moyens de faire ça. On ne donne pas les ordonnances aux gens par plaisir. On n'a pas les moyens de faire ça. C'est-à-dire que on commence, je vais vous faire une confidence. Médecin que je suis, je passais tous les matins dans certains services pour voir des malades et parfois je me rendais compte que il y avait des retards dans la prise en charge chirurgicale. Ça y est, je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui vient, il a une opération, il faut qu'on l'opère, par exemple l'hypéritonite. Mais une semaine après, les gens sont là, on n'arrive pas à les opérer. Mais parce que la famille n'a pas les moyens. Et qu'est-ce que nous avons décidé? On s'est dit, bon, écoutez, on a alloué, et ça, je vous l'autorise, vous pouvez aller le vérifier. On a alloué à 13 services que nous considérons comme des services critiques,
2 millions de francs CFA à chaque chef de service pour qu'il fasse face à ces urgences-là devant les plus démunis. Mais on n'a pas les moyens. On a commencé à faire ça et puis rapidement, on n'arrive plus. On n'arrive plus. Le principe, moi j'ai envie que vous fassiez bien passer ce message-là. Le principe, il y a deux choses. Il y a un principe de solidarité. Et il faut que le système de la CAMU devienne rapidement opérationnel pour permettre à la majorité des gens d'avoir accès aux soins. C'est un principe qui dit quoi? Les gens les plus faibles, ce sont aux âges extrêmes de la vie, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus vieux. Ceux qui sont encore à la fleur de l'âge et qui travaillent, ce sont eux qui payent pour qu'on soigne les autres. Donc c'est un système de solidarité. Il semble qu'on est en train de le mettre en place et j'appelle de tous mes voeux que ça puisse marcher le plus rapidement possible pour qu'on puisse avoir... Mais on peut également concevoir, j'ai vu dans des pays, surtout les pays libéraux, mais il y a des mutuelles privées. Il y a des mutuelles, c'est-à-dire que les gens s'organisent, ils cotisent, et puis lorsqu'ils ont des problèmes, ben, la mutuelle peut les aider. Il faut que ça rentre dans l'esprit des gens, cette solidarité-là, et même ils peuvent l'organiser sans même, quand même parfois l'État ne le fait pas. Bon, et autre chose, c'est que bon, les médicaments, on ne les donne pas gratuitement. À la pharmacie, même si nous ne faisons pas des marges pour avoir des bénéfices, mais on ne les donne pas gratuitement, on les achète auprès des grossistes de la place. Et quand parfois vous passez devant la pharmacie, vous voyez que c'est vide, c'est parce qu'on n'arrive pas à renouveler les stocks. C'est dû à ça. Et malheureusement, ben, les gens arrivent, on leur donne des ordonnances, ils sont obligés de courir dans les pharmacies en face et en même temps aller faire des examens et on perd un temps qui est fou, qui peut être même préjudiciable à la santé. Préjudiciable à la santé. Vous verrez qu'on revenait souvent sur le problème de l'argent. Oui, monsieur le DG, à vous écouter, je me pose la question, comment est-ce que vous procédez pour faire des miracles? Parce que selon nos informations, on sait par exemple qu'en 2024, le CHU n'a reçu qu'une subvention d'équilibre. Et si on tient compte des grèves et des recettes dont vous nous avez fait étalage de ce que ça comme enregistrement, je me pose la question, comment vous faites dans ces conditions pour que le CHU survive quand même? Bon, je vais vous répondre. Je me bats pour chercher les moyens, première chose. Je m'adresse à nos partenaires, les banques, pour qu'ils essaient de nous accompagner. Notamment la Banque Postale. Nous sommes encore en pourparlers avec eux. On n'a pas encore réussi à mettre en place un bon système d'accompagnement. Donc, un des réflexes, c'est celui-là. Deuxièmement, ben, j'essaye de gérer de façon parcimonieuse les petites recettes que j'ai. C'est-à-dire, il l'a dit, on fait quoi? Les meilleurs mois, c'est 150 millions, je sais pas, je gère ça semaine par semaine. Lorsque j'ai des recettes, première priorité, c'est l'oxygène. Deuxième, la pharmacie. Ben, troisième, si je peux accompagner l'hygiène, etc. Voilà, je me limite parfois à ça comme gestionnaire. Voilà. Médicaments, l'oxygène et l'hygiène. Et j'essaie de demander à nos partenaires de nous accompagner. Mais, aidez-moi. Vous avez fait le diagnostic. Bon, je ne vais pas parler de moi. Pour faire ça, puisque vous ne voulez pas m'encourager, donc je suis un bon gestionnaire. Pour arriver à ça comme résultat. Au lieu que, il y en a au moins un qui l'a dit un jour, que tout le monde se mette à crier sur moi en pensant que je dilapide les sous du CHU, vous avez pu regarder. Voilà ce que j'arrive à faire lorsqu'il y a des recettes. C'est-à-dire que, ben, on essaie de gérer comme un bon épicier. Et puis, on est à l'étroit. En priant que chaque jour, en espérant, chaque fois que je me lève, qu'on m'appelle pour me dire, ah, voilà, il y a quelque chose, ah, voilà, il y a quelque chose. Donc, j'essaie de garder l'espoir. J'essaie de garder aussi le moral que je communique à mes collaborateurs et j'essaie de gérer avec parcimonie le peu que j'ai.
Mais il faut pousser la réflexion pour le loin. Moi, j'aimerais que vous réfléchissiez là-dessus aussi. Comment faire pour financer les services sociaux? C'est pas propre au CHU. Si vous allez dans les établissements scolaires, ils vont vous dire la même chose. Si vous allez dans les autres, ça sera la même chose. Comment, dans cette atmosphère de crise, peut-on faire pour qu'on ait au moins l'essentiel? Comment on va faire? J'ai pas de secret, j'ai pas de une baguette magique, hein. Mais on est à l'étroit. Vous nous confirmez le fait que le CHU n'a reçu qu'une subvention d'équilibre en 2024? Attendez, Monsieur Ndongo, vous êtes un spécialiste. Moi, ce que je peux vous dire, je peux mentir. Je peux mentir. Vous avez les moyens de savoir exactement ce que le CHU a reçu depuis 2024. Mais je demande. Je trouve que j'ai pas assez, je demande. Et ce que je reçois ne me suffit pas, j'ai besoin de plus. Monsieur le DG, certainement pas pour vous égratigner. Lorsque j'ai engagé cette démarche, qui aboutit de bonne manière d'ailleurs, certains de vos collègues m'ont fait parvenir des rapports de la HALC, parfois même du Parlement, d'un de vos collègues professeurs qui est au ministère. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui circule dans les réseaux sociaux, notamment, on parle de mégestion, avec quand même les recettes que vous engrangez au niveau de l'hôpital? Vous savez, mon cher frère, les tonneaux qui font le plus de bruit sont les tonneaux vides. Si vous voyez un tonneau qui fait beaucoup de bruit, là, c'est que c'est un tonneau vide. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De quelle mégestion on va parler avec des recettes de 1 milliard et de 2 milliards? Et on a dit même mieux que ça. J'aimerais que nous sortions, nous sommes une société, mes chers amis journalistes, nous devons nous élever. Ne restons pas encore dans cette logique de société primitive où les êtres humains, quand ils sont accablés, ils se disent « Ah, Dieu nous en veut, mais il faut faire un sacrifice, allons immoler quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un bouc émissaire, pour que Dieu ait pitié de nous. » Nous n'en sommes pas à ce niveau-là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de recettes, où les recettes ne sont pas, il n'y en a pas assez. Et quelle mégestion je vais faire? J'ai même entendu parfois certains dire « Oh, moi, en 3 mois, je redresse. » Ah bon? C'est quoi ça? Je suis médecin, je vous rappelle. Un discours. Lorsqu'il n'a pas de prise sur la réalité, on l'appelle un délire. Voilà. Et un délire est bipolaire. Ou ils persécutent, ou ils se sont persécutés. Qu'est-ce que vous voulez que le DG fasse? J'ai voulu que vous alliez vous-même sur le terrain pour constater. Les recettes, c'est la banque postale qui emmène ça là-bas, à la banque postale. C'est moi qui actionne le compte. Et les finances publiques, c'est clair. Il n'y a aucun papier qui peut sortir là si on ne suit pas les procédures. Mais dire que il y a une mauvaise gestion et qu'il y a un détournement, on a dit même mieux que ça. On a même dit mieux que ça. Vous savez, j'ai 40 ans d'exercice. Mon premier poste de travail, je l'ai eu en 83. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Alors, vous pensez que quelqu'un qui a travaillé pendant 42, 43 ans, c'est maintenant là que je vais me découvrir une profession de détourneur, machin et tout. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai travaillé pendant longtemps. Et je suis pas mon premier poste. Non. Ce que vous dites, je sais que vous êtes un professionnel. Comme vous l'avez dit, c'est pour vous titiller. Je sais que vous n'êtes pas de ceux qui peuvent faire écho des clameurs et du délire. C'est faux. Et pour mesurer maintenant la performance du CHU, quel est le taux de décès aujourd'hui, tenant compte des difficultés que traverse l'établissement? Comme je vous ai dit, on doit toujours comparer. Mais j'ai causé avec mes collaborateurs, on pense que nous avons un taux de 10%. Le taux, c'est celui-là, 10%. C'est-à-dire que si on met au numérateur les décès et au dénominateur le nombre de malades hospitalisés, on a à peu près 10%. Ce qui est trop. On aurait aimé que ça soit beaucoup moins que ça.
Mais là-dessus également, on peut faire des commentaires. Nous sommes en compétition avec les pasteurs, avec les tradis praticiens, avec les pauvres, parfois ils n'ont rien, et on nous les envoie à la dernière minute. C'est pourquoi on doit également, dans l'éducation, dire aux gens, quand on est malade, allez consulter, ne traînez pas trop. Hein, pour ce chiffre-là, il est élevé, il faut faire tout pour... Et d'ailleurs, j'ai des projets là-dessus. En tant qu'interniste, je sais que l'adulte congolais va souvent mourir de deux causes, des complications de l'hypertension artérielle et du diabète. Si on me donne l'occasion de faire la prévention, on va diminuer ces taux-là. On va diminuer même les taux de mortalité qu'on a. On a des projets là-dessus. Mais bon, il faut que les moyens suivent. Quelle est la projection que vous voudriez faire du CHU s'il fallait vraiment le relever? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que ce CHU soit une meilleure référence? Non. Et dans combien de temps? Signale Dimi qui vient compléter la question. Quel est le portrait robot que vous faites pour que le CHU soit vraiment moderne et qu'il réponde aux attentes de la population? Bon, il y a des raisons d'espérer. Je pense, il y a des raisons d'espérer. Pourquoi? Parce que dans un contexte difficile, on a quand même pu avoir quelques réalisations. Il y a des raisons d'espérer. Mais je pense que le contexte difficile dans lequel se trouve le pays, on va s'en sortir un jour. Et si on s'en sort un jour, il faut se dire que le CHU a une vocation de formation, c'est un hôpital universitaire. Et si nous ne formons pas de nouveaux médecins, on va les former où? Donc, on a cette vocation-là. Et je crois qu'en faisant confiance à nos experts, à nos chefs de service, et en laissant le CHU être géré par le CHU, laissant le CHU être géré par le CHU. Je vous donne un exemple. Par mois, qu'on me laisse gérer le CHU. Je vous donne un exemple. Il y a 20 chefs de service ici. Dans les 20 chefs de service, il y en a 10, compte tenu du fait qu'on n'est pas très nombreux, ils ont des fonctions extra-hospitalières. Conseiller, directeur, machin, tout. 10 sur 20, c'est beaucoup. Et j'imagine que pour que les choses qu'on puisse avoir sur le terrain, quelqu'un qui réponde, il faut nommer des adjoints. J'arrive même pas à nommer des adjoints. Ça, c'est un exemple. Je n'arrive même pas à nommer les adjoints. Moi, je suis dans ma tête qu'on travaille comme des anglo-saxons. On donne des moyens à quelqu'un, on le met à l'épreuve, si ça ne marche pas. Mais être mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire et tout. Mais je crois que la démonstration que nous avons faite pendant les 2 premières années, c'est qu'on pouvait y arriver. On pouvait y arriver. En faisant confiance à ceux de nos spécialistes, il y en a. C'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 brebis galeuses, il y en a qui travaillent avec abnégation, dans des conditions difficiles, qui sont là, qui tiennent leur service. On peut leur faire confiance. Et en même temps, qu'on nous accompagne, avec un minimum, qu'on nous accompagne. Vous savez, vous avez peut-être vu, visiter, en voyant comment les gens, ils s'étirent pour même venir au boulot. Donc, moi je pense qu'on devait pouvoir y arriver. On devait pouvoir y arriver en faisant confiance au cadre et en donnant un minimum de moyens. S'il y a une démonstration, ou peut-être que j'aurais pu faire le peu de temps que je suis resté là, c'est peut-être celle-là. On voit bien que ça devenait un peu propre. Il y avait des gens à leur poste de travail, les gardes étaient prises, etc. Je pense qu'on devait pouvoir y arriver. Et moi, j'aimerais également que vous nous aidiez à l'éducation des populations. On n'en a pas 1000 les CHU, on a un seul. Les petits matériels qu'on a, qu'on fasse attention. Qu'on fasse attention. Que ce cycle, je l'ai déjà entendu du président, de construction, destruction, construction, destruction, il faut qu'il s'arrête.
Vous pouvez nous aider également dans l'éducation des populations, l'éducation du personnel, et nous aider en dénonçant. Ah oui, en dénonçant. Vous pouvez compter sur moi. Ceux qui se comportent mal, ça sera, comme dit souvent mon collègue, la tolérance zéro. Donc je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Mais il y a un minimum de choses qu'il faut avoir, il y a un minimum de confiance à avoir, à donner aux cadres qui travaillent. Voilà mon espoir. Comme l'a dit Monsieur Ndongo, les questions ont été épuisées. J'espère qu'ils vont faire un bon travail de tout ce que vous avez dit, de toutes les informations que vous avez données, parce que cela va faire bientôt 5 ans que je suis ici au CHU. J'ai commencé donc avec les Canadiens. Jamais on n'a donné aux journalistes autant de détails, surtout les détails financiers. Donc nous comptons sur vous, Monsieur Ndongo en particulier, qui a fait la demande de cette interview. Et donc nous comptons d'abord sur lui pour bien relayer les informations que vous avez données, qu'elles ne soient pas transformées. Et également à tous les autres journalistes à nous aider à bien faire notre travail. Voilà. Merci.